Les quatre murs d'une prison peuvent être un balcon sur le ciel et l'infini, et l'histoire de Jacques Fesch en témoigne, celle dont on va parler aujourd'hui. Il est mort guillotiné le 1er octobre 57, à l'aube, dans la cour de la prison de la Santé. C'est le bourreau André Obrecht. Alors c'est une histoire qui a beaucoup marqué les esprits, qui continue d'ailleurs parce qu'il y a des écrits. On sait que la peine de mort donc existait en France, faut-il le rappeler, on est en 57 encore une fois. Et Jacques Fesch est l'une des personnes exécutées les plus célèbres. La conversion qu'il connut en détention donna lieu à des écrits très puissants que le monde du spectacle, à vrai dire, c'est assez peu plus à le mettre en scène, mais aujourd'hui c'est le cas, et c'est ce dont on va parler avec notre invité Fitzgerald Berton, qui est comédien, auteur de Dans 5 heures, Conversion d'un condamné, le premier seul en scène qui adapte les écrits donc de Jacques Fesch. C'est en ce moment au Théâtre de Belleville, et je précise que demain, 16 janvier, la représentation sera suivie d'une rencontre avec Fitzgerald Berton, en présence d'un ancien détenu, devenu aujourd'hui responsable pédagogique pour l'association Wake Up Café, qui accompagne d'anciens détenus dans leur réinsertion. Donc demain, il y a le spectacle, et puis en plus, cette rencontre à laquelle vous êtes convié au Théâtre de Belleville. Bonjour Fitzgerald Berton. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez joué en prison, ce spectacle, à la prison de la Santé? Oui, en fait, symboliquement, j'avais envie que la première de ce spectacle soit en prison. Toute cette histoire s'est déroulée en prison, a eu lieu en prison. Cette espèce de miracle a eu lieu en prison. Je me suis dit, il faut rapporter à la prison ce qu'elle peut aussi créer de plus beau. Et donc, on l'a joué notamment à la Santé. C'était particulièrement émouvant d'être dans la prison où Jacques Fesch a été incarcéré et guillotiné. Et alors ? Écoutez, c'est toujours très particulier de jouer en prison. J'ai une énorme pression en tant que comédien parce que je me dis, je joue un détenu face à des détenus, il faut que je sois absolument crédible. Donc, généralement, il y a toujours un silence incroyable, mais je me demande toujours qu'est-ce qu'ils vont en penser à la fin. Et à la Santé, il y a eu une standing ovation, la seule de ma carrière. C'était à la prison de la Santé et c'était absolument magnifique. En prison, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans. Oui. Ouais, tout Comment à fait. réagissent-ils ? Il y a notamment des musulmans qui viennent bien sûr au spectacle, même si c'est à l'invitation souvent des aumôneries chrétiennes. Et ils me confirment que oui, en prison, on est dépouillé de tout, on revient à l'essentiel et souvent on se tourne vers Dieu parce qu'on se rend compte que c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans notre vie. La question de la laïcité se pose-t-elle ? Alors, en fait, ça fait 3 ou 4 ans que je démarche des prisons en passant par les aumôneries chrétiennes. Et c'est vrai que parfois, les directions sont un petit peu opposées au spectacle, même si c'est dans le cadre de l'aumônerie, ce qui paraît un peu étrange. Donc, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais en même temps, il y a aussi eu, je crois, le sous-directeur ou quelqu'un de très important à la Santé qui a vu le spectacle et qui a dit toutes les personnes détenues devraient voir ce spectacle. Vous êtes diplômé de l'École supérieure d'art dramatique. Depuis 2012, vous avez joué dans une quinzaine de spectacles, du classique au contemporain. Vous êtes passé aussi par des productions de l'Opéra de Paris. Qu'est-ce que ça a d'original, en fait, un seul en scène ? Un seul en scène, c'est vraiment un exercice très particulier pour le comédien. Je ferai pas ça toute ma vie parce que je pense que c'est pas ça non plus l'essence du théâtre, puisqu'à ce moment-là, dans le seul en scène, c'est le public notre partenaire. Donc c'est un numéro d'équilibriste assez complexe, mais en même temps un beau défi qu'on se pose comme comédien. Donc moi voilà, c'est au bout de 5-6 ans de carrière que j'ai eu envie de faire mon propre spectacle et que je me suis plongé dans les écrits de Jacques Fesch. Et j'y ai mêlé aussi la danse parce que voilà, j'ai voulu pouvoir à la fois traiter un sujet qui me tient à cœur et d'une manière, dans une expression qui me tient aussi beaucoup à cœur, la danse, l'expression corporelle. Comment avez-vous été amené à connaître Jacques Fesch, Fitzgerald Berton ? Alors tout simplement parce que je suis originaire de la même ville que lui, Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, et donc c'est évidemment une figure locale extrêmement connue, à la fois tragiquement, le dernier condamné à mort de notre ville, et en même temps, ce mystique dont les écrits ont été traduits dans le monde entier. Et donc, depuis toujours, j'en avais entendu parler, mais sans vraiment bien connaître son histoire. Là, je me suis plongé il y a bientôt 5 ans dans ses écrits. Et j'ai été assez saisi par la puissance de ses propos. Et j'ai voulu les partager au public. Peut-on rappeler ce qui l'a amené, en fait, à connaître le destin qui a été le sien ? Figure d'un milieu aisé, à Saint-Germain-en-Laye. Vous l'avez dit, qu'il voulait faire un tour du monde sur un voilier. On peut rappeler tout ça ? Oui, c'est ça. Une famille assez aisée, de l'argent, mais pas d'amour. Des relations très conflictuelles entre les parents qui finissent par se séparer. Jacques, un jeune garçon complètement délaissé, qui rencontre une jeune femme, elle tombe enceinte, alors il se marie, mais il n'y croit pas vraiment. Il se sépare aussi de cette jeune femme. Donc il est complètement paumé dans sa vie. Il se dit, je vais m'acheter un bateau, je vais partir à l'autre bout du monde. Son père, évidemment, refuse de lui payer ce bateau. Et donc il fait un braquage complètement amateur à Paris.
Et dans la poursuite, une fois qu'il a fui voilà, l'endroit, il tire dans la foule et tue un policier sur le coup. Voilà. Et c'est donc là où il est incarcéré. Puis, Comment ça a été qualifié, pénalement parlant? et ben justement, ça a été qualifié d'homicide volontaire. Et c'est là où la famille de Jacques Fesch, notamment son fils Gérard Fesch, fait tout un combat au niveau de la justice pour pouvoir réhabiliter post-mortem un condamné à mort, ce qui n'a jamais été fait. Pour l'instant, ça n'a pas encore été accepté, mais le combat continue, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu des vices de procédure aussi dans la décision de justice. C'est extrêmement rare que la justice se déjuge. Oui. Il faut apporter des éléments nouveaux. Oui. Alors, il y a quand même des preuves sur les papiers, les papiers signés par les jurés, où il y a des questions auxquelles il faut répondre oui ou non. Et il semblerait que sur certaines des questions, le oui a été raturé pour ensuite être écrit non, ce qui, normalement, au niveau de la justice, n'est pas valide. Donc, il y a ce genre d'éléments qui sont amenés voilà, pour essayer de réhabiliter Jacques Fesch. Du point de vue de l'Église, quel est son statut? Alors, Monseigneur Lustiger a annoncé à la fin des années 80 qu'il souhaiterait qu'on puisse lancer un procès en béatification pour Jacques Fesch, parce qu'il lui semblait que c'était vraiment une figure d'aujourd'hui qui pouvait parler. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai eu envie de me saisir de cette figure, parce qu'elle est très contemporaine. Cette personne qui va au plus bas, qui tue une personne, qui arrive en prison, qui est complètement désespérée et qui va rencontrer le Christ. Et donc voilà, ce procès, enfin en tout cas l'enquête a été lancée dans les années 90 avec notamment Jean Duchesne et plusieurs personnes, des historiens qui se sont penchés sur le dossier, où à l'époque il y avait encore pas mal de témoins oculaires. Et pour l'instant, il semblerait que le dossier soit bouclé, mais soit dans les tiroirs au diocèse de Paris et n'a pas été envoyé à Rome, ce qui serait l'étape suivante logique. Donc pas d'infos particulières sur l'évolution du dossier. Non, je n'ai pas de scoop à ce titre. Vous espérez que ce spectacle ravive un peu l'intérêt du public, si tant est que celui-ci est décru? Et écoutez, oui, c'est vrai que je me rends compte que la figure de Jacques Fesch n'est pas si connue que ça. Parmi les chrétiens, certains ont lu ses écrits, mais même tout le monde ne le connaît pas forcément. Et il m'a semblé qu'il y avait quelque chose d'universel. Il y a bien sûr la proximité de la mort. Jacques Fesch vit quelque chose que vivent aujourd'hui les personnes qui se trouvent aussi dans le couloir de la mort, c'est-à-dire qu'il sait plus ou moins quand il va mourir. Donc ça renverse complètement sa vision de la vie. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont les spectateurs m'ont témoigné. Oui, je me suis jamais demandé, mais si là demain, si dans une semaine je mourrais, comment je réagirais, comment je vivrais, comment je percevrais la vie. Et c'est ça aussi que sollicite ce spectacle. Et mourir guillotiné. Et mourir guillotiné, c'est absolument tragique. Mais lui, évidemment, avec le regard de la foi, il va le vivre complètement différent. Et il va reprendre un peu les propos de Thérèse de Lisieux en disant « ce n'est pas vers la mort que je vais, mais vers la vie ». Il y a un peu du dialogue des Carmélites dans tout ça aussi. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette idée d'une... Alors, à la différence que Jacques Fesch est coupable, et d'ailleurs au début de son incarcération, il est très en colère, et puis il va trouver aussi ce jugement injuste d'être condamné à mort pour un homicide involontaire, et puis petit à petit il va accepter cette sentence des hommes et voir tout ce que peut-être, en offrant sa mort, il va pouvoir permettre autour de lui dans une sorte de fécondité spirituelle. Le pouvoir de l'époque avait-il été sollicité pour commuer sa peine? Bien sûr. Donc le président était René Coty, et comme c'était l'habitude, l'avocat de Jacques Fesch était allé voir le président pour demander sa grâce. Le père de Jacques Fesch avait écrit aussi. Donc plusieurs personnes s'étaient manifestées. René Coty avait apparemment dit « Je respecte l'homme qu'il est devenu, je sais qu'il a fait amende honorable, qu'il s'est repenti ». Mais je ne peux pas politiquement le gracier, parce qu'il y avait un état de la société qui était très tendu. Les syndicats de police étaient extrêmement remontés. Il y avait le début des événements en Algérie. Il y avait vraiment une grande tension sociale. Et il disait politiquement, je ne peux pas me permettre de le gracier, sinon ça va être le bazar, quoi. Selon vous, Fitzgerald Berton, est-ce qu'on agirait différemment aujourd'hui? Alors certes, il n'y a plus la peine de mort. Hein. La question n'est pas d'ouvrir le débat sur la réhabilitation, de la peine de mort ou pas, enfin sur la réhabilitation, sur la suppression ou pas de la peine de mort. C'est pas le sujet, mais sur l'état de l'opinion aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte d'instinct, de pulsion de mort qui est dans l'opinion et dont le pouvoir est obligé de tenir compte? Est-ce qu'il y a des époques qui sont plus ou moins propices à la mansuétude, promptes à la mansuétude? Comment l'analyser? Alors, il semblerait, je sais pas si il semblerait que depuis les attentats en France,
dans l'opinion, beaucoup de personnes ont dit mais en fait on devrait rétablir la peine de mort parce que vous voyez toutes ces personnes qui commettent des rétablissement, c'est le terme que je cherchais. Voilà, des massacres absolument atroces. Et évidemment que pour moi, d'un point de vue chrétien et même d'un point de vue évidemment humain, j'ai pu échanger par mail avec Robert Badinter à ce sujet. La peine de mort est absolument intolérable et nul ne peut décider de la vie d'un autre. Et donc je pense que ce spectacle peut être intéressant justement à voir pour des personnes qui, évidemment, moi-même, si on avait tué un membre de ma famille, je serais dans un état de choc incroyable et je ne sais pas trop ce que je penserais, mais je pense que ce spectacle et surtout ce témoignage de Jacques Fesch permet de montrer comment quelqu'un qui a fait quelque chose d'abominable, en l'occurrence sans le vouloir, peut vraiment se transformer. Et c'est vraiment cette idée-là de laisser une chance à la transformation, à la métamorphose, et on sait que ça arrive encore aujourd'hui énormément en détention. Le spectacle s'appelle Dans 5 heures. Évidemment, ça renvoie à l'écrit de Jacques Fesch, mais il y a aussi Lumière sur l'échafaud, Cellule 18. Exactement. Voilà, c'est l'ensemble du corpus dont je me suis servi pour faire cette adaptation. On va écouter un extrait, Fitzgerald Berton. Présentez-le nous. Là, on est vraiment au début, où Jacques Fesch est plutôt au fond du trou, un peu désespéré. Et un ami de la famille, qui est moine, lui envoie des lettres. Et il va lui partager un propos qui va le marquer. Pour l'instant, il ne sait pas trop ce que ça signifie, mais ça va trotter dans sa tête pendant plusieurs mois. Et ça va être l'un des éléments qui va le mener à sa conversion. Je reçois assez souvent des lettres d'un ami qui est moine, à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. C'est inouï tout ce qu'il peut accepter comme souffrance, et d'un cœur léger et joyeux. Jacques, mon frère, as-tu déjà entendu ce négro spirituel? Je n'ai pas passé un seul jour depuis 1 an sans prier pour toi, pour que tu ouvres la porte à celui qui m'en dit ton amour. Il frappe à ta porte, ne lui ouvriras-tu pas? C'est bien difficile de correspondre avec ces gens-là. On se fait l'effet d'être un raton laveur qui essaierait de discuter avec une colombe planant dans les nuages. Je ferais de mon mieux pour être naturel. Quelques autres m'écrivent aussi, mais un peu pour consoler celui qui est dans le sale drap. Quelquefois, je chiffonne la lettre sans la lire jusqu'au bout, tellement ça m'énerve de devoir supporter des exhortations à la résignation et à la patience chrétienne. J'ai néanmoins conscience qu'il y a à ma portée une grande aventure d'ordre spirituel. Grande aventure d'ordre spirituel, c'est Jacques Fesch qui parle, c'est vous qui le représentez, et la voix off, c'est celui qui écrit à Jacques Fesch. Oui, exactement, le frère Thomas. Et on découvre aussi toutes ces personnes-là. Exactement. Alors, je les évoque dans ce choix de mise en scène par des voix off. Je voulais vraiment, dans ce spectacle, me concentrer sur ce que vit Jacques Fesch, mais c'était très important de faire un peu entendre les personnages autour, et notamment ce frère Thomas, qui a tant compté dans sa correspondance avec Jacques Fesch. Qui lui écrivait régulièrement? Alors, d'abord le frère Thomas. Ensuite, il a écrit à tous les membres de sa famille. Il a perdu sa mère quand il était en détention, et il a énormément écrit à sa belle-mère. Et c'est très touchant parce qu'il l'appelle d'ailleurs maman, mère, etc. Et alors évidemment, petit à petit, lui se convertit et exhorte vraiment sa belle-mère à se tourner vers la foi. Et puis, les 2 derniers mois de sa vie, il écrit le fameux journal spirituel qui a été publié sous le titre « Dans 5 heures, je verrai Jésus », qui celui-ci est adressé à sa fille, puisqu'il se dit, voilà, j'ai ma petite fille qui a 6 ans aujourd'hui, mais un jour, à 18 ans, elle va se demander qui était mon père, et il faut que je lui dise le trésor que j'ai trouvé au fond de mon cœur. Et il le dédie aussi à son fils Gérard. Qui assistait à l'exécution ? Alors, l'exécution, à l'époque, il y avait toujours le directeur de la prison, le juge, l'avocat, l'aumônier, plus quelques, je crois, 2 ou 3 personnes en plus. Et donc, c'est un moment qui est décrit dans certaines biographies, qui est absolument bouleversant. Et on sait que c'est là aussi où la vocation de Robert Badinter contre la peine de mort est née, le jour où lui-même a assisté à l'exécution d'un de ses clients, voilà. Fitzgerald Berton, le Jacques Fesch, ensuite a été inhumé. Oui. Alors en fait, c'est justement, on parlait de la belle-mère de Jacques Fesch, donc la mère de son épouse Pierrette, Marinette Pollack, elle s'appelait. Et Jacques Fesch a été guillotiné, la tête coupée, et apparemment la tradition absolument sordide était de mettre la tête de l'exécuté à ses pieds et de le jeter dans une fosse commune.
Et la belle-mère de Jacques Fesch s'est battue pour pouvoir récupérer le corps. Et 6 mois après son exécution, il a pu être inhumé au cimetière de Saint-Germain-en-Laye, où il est aujourd'hui enterré. Et donc là, c'est aussi quelque chose d'absolument inédit qui a pu être fait. Donc voilà, comme une prémisse du fait que c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait comme les autres, qui avait vécu un peu quelque chose d'exceptionnel derrière les barreaux. Il y a eu donc d'autres spectacles qui avaient déjà été faits sur Jacques Fesch, mais assez rares. Oui, il me semble qu'il y en a eu 2, un qui a été filmé de Étienne Dallaire et un de Alain Sportiello que je n'ai pas vu, c'était il y a 10 ou 20 ans. Mais il me semble qu'il s'attachait souvent à un livre, les lettres au frère Thomas ou le journal à sa fille. Et là, mon but, ça a été de pouvoir vraiment donner à voir l'intégralité de ce que va vivre Jacques Fesch en prison, quasiment de quelques semaines après son incarcération, donc le moment où il est complètement perdu, très en colère contre lui-même, mais aussi un peu contre le système dont il se sent victime. Et puis petit à petit, on va pouvoir passer par tous ces états qui vont être très très fluctuants. Le spectacle montre vraiment une sorte de montagne russe émotionnelle pour arriver jusqu'à la veille de son exécution le 30 septembre 57. Le second extrait que vous avez choisi? Alors, le second extrait que je choisis, justement, on en parlait à l'instant de ces montagnes russes émotionnelles. Jacques Fesch va se convertir au bout d'1 an de détention. Et puis, c'est en fait plus tard qu'il va être condamné à mort. Et là, comme on peut l'imaginer, il va de nouveau passer par un moment extrêmement déprimé. Et de nouveau, il va retrouver la foi. Et c'est ce qu'on entend maintenant. Joie et grâce soient rendues à Dieu. Depuis 3 jours, j'ai de nouveau la foi. Non pas qu'elle ne m'a jamais entièrement quitté, mais avec le temps et les épreuves, elle s'était confortablement installée dans une tiédeur. Pour la 2e fois dans la vie, les écailles me tombent des paupières. Et je connais à nouveau combien le Seigneur est doux. Tout est de nouveau lumière, chaleur et délice. Considère le grand don qui m'est fait. Ce n'est pas moi qui suis allé vers lui, mais lui qui une fois de plus m'a pris sur ses épaules. Que ne puis-je faire goûter, ne serait-ce qu'une seconde à ceux qui ne croient pas, toute la paix et toute la joie qu'il me déverse par pur amour. Alors les écailles lui tombent des yeux et on imagine, où vous représentez bien à travers votre voix ce qu'il est en train de vivre. Les personnes qui n'ont pas la foi et qui vont vous répondre, mais c'est une réaction humaine, une forme de résilience pour affronter l'échéance terrible de la décapitation en fait et de la mort. Oui, certaines personnes pensent ça, tout à fait, et c'est tout à fait légitime. Néanmoins, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pas mal de spectateurs, évidemment non-croyants, qui viennent voir le spectacle, me disent, par exemple, cette femme qui me dit la relation à Dieu ne m'a pas tellement touché, mais j'ai été frappé par l'apaisement de cet homme. Et c'est vrai que d'un point de vue humain, d'une manière presque objective, on peut observer que ce gars est transformé, qu'il y a quelque chose de profond qui bouge en lui. Et en même temps, le fait qu'il ait la foi, il le dit à maintes reprises, c'est vraiment loin d'être une solution de facilité. Parce qu'il dit cette phrase assez forte, il dit « la foi n'est pas le confort ». Et en fait, quand il entre dans cette démarche de foi, il va pas s'installer sur un canapé, comme dirait l'autre. Ce n'est pas un refuge. Voilà, c'est pas un refuge. Il va rentrer dans un combat parce que quelque part, quand on s'approche du Seigneur, les tentations de désespérance sont encore plus fortes. Et donc c'est vraiment ce que je montre dans le spectacle, c'est qu'il va passer de nouveau par des moments très désespérés qui vont être en fait proportionnels au fait qu'il se soit énormément rapproché de Dieu. C'est un moine malgré lui. Oui, tout à fait. Il correspond avec ce frère moine qui a l'habit de la pierre qui vire, et il le voit un peu comme une sorte d'alter ego. Et il dit, voilà, toi, tu es dans ta cellule que tu as choisie, moi, je suis dans celle que je subis, mais finalement, je vais en faire ma cellule monastique. Je vais prier la prière des heures. Il lit la messe quand il n'a pas l'occasion d'y aller, et il rentre vraiment dans une vie monastique. Fitzgerald Berton, peut-on faire gagner 2 places ou une place pour 2 personnes pour le spectacle dans 5 heures? Vous posez une question autour de Jacques Fesch. Ok, très bien. Et puis, vous me direz quelle est la réponse, parce que je ne vais pas la donner à l'antenne. Et de l'autre côté, vous m'écrivez à louis.dauphren@radionotre-dame.com, et puis les plus rapides, ou qui auront bien sûr la bonne réponse, repartiront avec 2 places ou une place pour 2 personnes. Eh bien, peut-être, en quelle année Jacques Fesch a-t-il été guillotiné?
Voilà, là, c'est vraiment un questionnaire de rapidité. Mais c'est bien parfois de mettre la barre pas trop haut, justement. Pour Voilà, que, c'est simple, mais il faut quand même avoir suivi. La famille, aujourd'hui, a-t-elle vu le spectacle? Alors, le petit-fils de Jacques Fesch, qui est donc Quentin Toury, qui est le fils de Véronique, a vu le spectacle et l'a apprécié. Il l'a vu l'année dernière. On a beaucoup échangé. Il m'a permis aussi de consulter les minutes du procès, ce qui m'a permis d'ajouter un moment où Jacques Fesch demande pardon à la mère de sa victime. Donc ça, c'était quelque chose d'important que je voulais faire entendre aussi dans le spectacle. Et voilà, Véronique, malheureusement, est morte il y a quelques années, donc n'a pas pu voir le spectacle. Et Gérard, je crois, habite en Corse. Donc je serais très heureux qu'il puisse voir le spectacle, mais il ne l'a pas vu. C'est une mémoire difficile à porter ou qui prête à espérer, qui porte à espérer? Vous voulez Du point de vue de la famille et du point de vue de l'entourage. Eh ben, pour l'entourage, je pense que c'est quelque chose quand même d'assez dur parce que c'est quand même assez terrible d'avoir quelqu'un. C'est toute l'histoire de Jacques Fesch qui est assez paradoxale, c'est que c'est à la fois terrible d'être héritier de quelqu'un qui a été guillotiné, exécuté, qui avait tué un policier, même si c'était involontairement, et en même temps de recevoir, je pense, Quentin m'en avait témoigné, des messages du monde entier, des gens d'Amérique latine qui disent mais votre grand-père était quelqu'un d'incroyable, grâce à lui je me suis converti, j'ai lu ses écrits. Donc il y a tout ce paradoxe d'être proche d'une personne vraiment voilà, absolument admirable et en même temps avec cette histoire qui a été dure à porter, je pense, pour la famille. Dans 5 heures a été joué en prison, on a commencé comme ça. Vous jouerez le spectacle devant des policiers? J'aimerais énormément, j'aimerais beaucoup le jouer devant des policiers. Déjà, quand je le joue en prison, c'est différent, mais il y a des gardiens, des surveillants de prison qui le voient. Et certains m'ont témoigné que ça les avait beaucoup touchés aussi. Et comme l'ont dit eux-mêmes les prisonniers, en fait, ce spectacle permet d'exprimer ce que nous, on vit en détention et qu'on n'arrive pas forcément à exprimer, que les gens ne savent pas, ne comprennent pas quand ils sont à l'extérieur. Merci beaucoup, Fédéral Berton. Spectacle dans 5 heures, c'est en ce moment au Théâtre de Belleville. Je précise que demain, il y a une représentation suivie d'une rencontre, donc avec vous-même, puis en présence d'un ancien détenu, et qui est aujourd'hui, qui a changé de vie, qui est devenu responsable pédagogique pour une association qui accompagne même d'anciens détenus dans la réinsertion. C'est au Théâtre de Belleville. Merci d'avoir été ce matin notre invité et bon spectacle.